Bonjour, les jeunes peuvent-ils débloquer la France? Génération d'idées pose la question sur Public Sénat, alors que le pays, confronté à la mobilisation contre la loi El Khomri, connaît des freins sans précédent avec un chômage de masse, des réformes qui semblent toujours plus difficiles à imposer, quelles que soient les majorités au pouvoir. Les jeunes qui manifestent dans la rue contre la réforme du Code du travail sont-ils une génération sacrifiée? Alors, pour en débattre, notre invité, éternellement jeune, Daniel Cohn-Bendit, bienvenue. Je rappelle que vous avez été notamment un député européen chez les Verts pendant 20 ans, je crois, jusqu'en 2014. Vous publiez chez Fayard avec Hervé Algalarando de l'Obs. Et si on arrêtait les conneries, un plaidoyer pour une révolution politique? Vous serez, Dany Cohn-Bendit, confronté à 4 jeunes intervenants. C'est le principe de ce nouveau rendez-vous mensuel sur Public Sénat. Kelly Bétèche, qui est du FNJ, le Front National de la Jeunesse, et Élise Van Beneden, avocate. Elle est membre de l'association Anticorps. Et dans la deuxième partie de Génération d'idées, nous retrouverons William Martinet, président du syndicat étudiant l'UNEF, qui était en pointe dans la rue pour ses manifestations contre la loi El Khomri, et Laurent Alias, il est jeune entrepreneur, cofondateur de l'agence Josiane. Nous retrouverons également nos 2 experts, Mathias Léridon de Tilder, conseil en communication, ainsi que Laurent Bigorne du cercle de réflexion, l'Institut Montaigne. Voilà, les présentations sont faites. Je me tourne vers vous, Dany Cohn-Bendit. Bon alors, je vais vous la faire. Mai 68, c'était... Je me suis rendu compte... 150 ans. Ouais, 105 ans, enfin un demi-siècle, Ouais. quasiment. Ouais. Et vous aviez, j'ai calculé, 23 ans à l'époque. Exact. Vous étiez l'un des leaders du mouvement étudiant. C'était la France du général de Gaulle. Et 50 ans plus tard, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, la société française. Dany Cohn-Bendit, elle est toujours bloquée, c'est ça? Elle est de nouveau bloquée, ou elle a été bloquée, débloquée, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le système ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez des forces politiques, vous avez des dirigeants politiques, des présidents de la République, des gouvernements qui sont de plus en plus minoritaires dans la société. Et donc, comme ils sont minoritaires, même s'ils ont une majorité à l'Assemblée, ils arrivent difficilement à faire passer des réformes, à faire avancer le pays. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que dans ce livre, avec Hervé, nous essayons de pousser dans la direction de « et si on pensait autrement ». Alors vous avez 2 batailles, si je puis dire, la proportionnelle, le changement de logiciel électoral en France, pour essayer de déverrouiller un peu le système. Mais c'est pas la première fois que vous le dites, vous prenez ça depuis de longues années. Et vous êtes pour la grande coalition, pour faire bouger les lignes à l'allemande, finalement, type CDU, SPD. Vous croyez que ça marche chez nous, ça? Bon, d'abord, une chose, je ne suis pas pour la grande coalition, je suis pour la proportionnelle, parce que je crois que la proportionnelle représenterait mieux, l'Assemblée serait plus représentative de l'état politique de la société française. Et une des conséquences aujourd'hui serait vraisemblablement la grande coalition. Pourquoi? Parce que la proportionnelle ferait rentrer 150 députés ou je ne sais quoi du Front National à l'Assemblée, donc obligerait, pour trouver une majorité, les forces politiques à se redéfinir. Ça, c'est votre thématique. Je signale au passage que vous êtes aussi assez fan d'Alain Juppé. Vous lui consacrez 6 pages plutôt aimables, alors que vous avez récemment co-signé, Dany Cohn-Bendit, avec Martine Aubry, une sorte de tribune pour dire trop c'est trop, stop à la politique de François Hollande, la barre à gauche. Tout ça est quand même un peu grand écart, si je puis me permettre. Non, moi je suis pour une gauche qui s'affirme et une droite qui s'affirme. Je trouve qu'à droite, Juppé est le plus rassurant. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord toujours avec lui, au contraire. Là, il dévoile un peu son programme économique. Je crois que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je veux une gauche qui s'affirme. Et comme ni l'un ni l'autre n'auront une majorité de 50%, ils devront après trouver un compromis historique pour faire avancer les choses. Et toute la question est de savoir si ces majorités-là peuvent s'occuper de notre jeunesse, qui était censée être la priorité du quinquennat de François Hollande. Mais on va le voir tout au long de l'émission, c'est assez difficile. Vous êtes optimiste, vous ?
On va le voir, hein, de toute façon. Non, je ne suis pas optimiste parce que je trouve qu'ils sont tellement, disons, ce gouvernement et ce président, ils sont tellement faibles politiquement. Je donne qu'un exemple. Moi, une réforme du droit du travail, très bien. Mais si on est un gouvernement de gauche et qu'on n'est pas capable en amont de se mettre d'accord avec la CFDT, il faut rentrer à la maison et faire autre chose. Alors, avant d'attaquer le débat au cœur de Génération d'idées, je vous propose de regarder ce sujet préparé par Jordan Klein de Public Sénat, tourné à la faculté de Saint-Denis, à Paris donc, à la veille de la manif contre la loi El Khomri. Reportage. Le mot d'ordre est clair, faire plier le gouvernement. À Paris 8, ils sont plus de 500 réunis en assemblée générale. Un seul objectif, faire front commun contre la loi travail. Valls l'a dit, ça passera. Ils nous ont menacés d'un 49-3. Donc nous, on est là pour dire, nous non plus, on ne va pas reculer. On ne va pas reculer, on veut des véritables avancées. Cette loi n'en permet pas. Il faut des nouveaux projets de loi en faveur des étudiants et des salariés. Dans les prises de parole, une même revendication radicale. Le projet doit être retiré sans négociation possible. On sait que les premières personnes qui vont être concernées, c'est les classes pauvres, les femmes, les personnes issues de l'immigration. On sait très bien ça, on n'en parle pas. Là, on parle juste de compétitivité, de rentabilité. Moi, je trouve ça que ça a totalement rien à voir. C'est inadmissible même, quoi. Les étudiants espèrent obtenir gain de cause, comme il y a 10 ans avec le CPE. Il y a 10 ans, cette mobilisation a marché et que j'espère qu'on va lutter et que cette loi El Khomri ne passera pas comme il y a 10 ans le CPE n'est pas passé. Ici, à l'université de Paris 8, les étudiants réunis en assemblée générale redoutent une chose, que la loi El Khomri entraîne une grande précarité pour l'emploi. Voilà, merci à vous Jordan Klein. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, Danny Cohn-Bendit? Oui, vous savez, toutes les assemblées d'université ressemblent à des assemblées d'université. Tout ça est très loin. Mathias Léridon de Tilder, bienvenue. On vous retrouve, notre expert de la première partie, et à vos côtés, nos deux jeunes premières intervenantes. Kelly Betesh, bonjour. Vous avez, 20 ans, hein, vous êtes toute jeune, et vous êtes, alors vous m'aidez, hein, en première année de médecine. Allez-y, exprimez-vous. Et vous êtes engagée depuis 2 ans au Front National. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, oui, le temps tourne, de la jeunesse. Pourquoi le FNJ? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, je pense que l'engagement politique est indispensable aujourd'hui dans la mesure où les décisions politiques influent directement sur notre vie au quotidien. Pourquoi le Front National? Parce que je suis attachée à mon pays et parce que je suis attachée aux valeurs républicaines et démocratiques. Je trouve qu'actuellement, la France en souffre, en manque terriblement. Et aussi, je pense que, comme beaucoup de jeunes, j'en ai marre d'être spectatrice de mon destin, j'ai envie de le prendre en main. Et je pense que le Front National est la meilleure issue pour cela. Oh là, je sens qu'il va y avoir du dialogue avec Danny Cohn-Bendit tout à l'heure, on va y venir. À votre tour, Élise Van Belleden, bienvenue, vous avez, 29 ans, vous êtes avocate, hein, vous êtes déjà active et membre d'Anticorps. Association connue, mais je vous invite à nous expliquer de quoi il s'agit, de nous rappeler de ce qu'est Anticorps. Oui, bien sûr. Alors Anticorps, c'est une association qui a été créée en 2002, suite aux élections 2002 qui ont vu passer le Front National, justement. Ah, vous êtes l'antithèse de Kelly, hein, donc... Au deuxième tour, c'est ça. Pas passé. Oui. Heureusement. Oui, bien sûr, heureusement. Excusez-moi. Et donc l'idée d'Anticorps, c'est quoi? C'est de créer du lien, c'est ça, avec les citoyens? L'idée d'Anticorps, c'est de réhabiliter la politique, de recréer un lien de confiance avec les citoyens, de faire un plaidoyer pour la démocratie participative. On fait énormément de choses, en fait. On fait de la formation pour les élus. On dialogue avec les élus, on leur propose des chartes pour qu'ils s'engagent. Et Anticorps aussi partie civile dans des grosses affaires, hein, régulièrement. Oui, absolument. Là, on a les sondages de l'Élysée, les dépenses de com de Matignon. On a eu énormément d'autres affaires, dont l'affaire la plus connue qui a vu M. Chirac bon, il y a du boulot. Condamné. Bon. Il y a beaucoup de boulot, c'est très intéressant. Voilà, on dialogue énormément, on propose beaucoup de choses. Mathias Léridon, merci à vous toutes les deux. Donc vous intervenez, vous prenez la parole, vous interpellez notre invité également. Mathias Léridon, avec vous, on va peut-être dresser un panorama complet de ce qu'est aujourd'hui cette France bloquée.
Oui, alors peut-être pas un panorama bleu complètement complet, mais je me suis replongé, non pas en mai 68, mais en 1971. 3 ans plus tard. Danny Cohn-Bendit, il y avait Michel Crozier, le sociologue, qui avait sorti un essai qui s'appelait « La société bloquée ». Alors c'est très intéressant parce qu'en reparcourant cet ouvrage, il dit à un moment donné, quand on affronte les problèmes de demain avec les solutions d'hier, on récolte les drames. Alors juste pour faire un parallèle, 1971, en trois chiffres très simples. La France, c'est 2,8% de chômage, 2,8% de chômage, donc avec un taux de croissance, donc le plein emploi, avec 5,3% de croissance, mais il est vrai, avec 5,7% d'inflation. 2016, croissance 1,1%, taux de chômage en France 10%, et évidemment une inflation qui est proche de 0 à 0,2. Alors, au début des années 70, la France était bloquée, mais dans un monde qui évoluait lentement. Aujourd'hui, la France, elle est toujours bloquée, mais dans un monde qui évolue très vite. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 50 ans après, on a finalement un constat qui est la France bloquée, qu'on a déjà fait qui avait été déjà fait en 1971. Je crois que la France est un pays qui se surestime. La France est un pays qui croit souvent avoir toutes les solutions. Les différentes forces politiques de ce pays et la France est un pays où les forces politiques en France sont dans un pays qui ont du mal à affronter la réalité, le réel, l'évolution du monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons une situation bloquée, c'est-à-dire que la phrase de Crozier, Michel Crozier, qui était d'ailleurs prof à Nanterre en 68, est symptomatique. C'est vrai que quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui, je donne un exemple. Quand on parle de retraite, et moi à 23 ans, j'aurais jamais eu l'idée de me poser la question de ma retraite à 60 ans. À 23 ans, j'avais des rêves fous, idiots, complètement débiles ou ridicules ou intéressants, mais ce n'était pas mon problème, ce n'était pas la retraite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, face aux réalités, les jeunes sont confrontés à le sida, on ne connaissait pas, le chômage, on l'a dit, on ne connaissait pas, le réchauffement climatique, on ne connaissait pas. En 71, on ne savait pas ce que c'était du chinois, ou je ne sais pas quoi. Et donc aujourd'hui, face aux angoisses, face à la réalité, eh bien, les forces politiques sont complètement, disons, à côté de la plaque. Et ça, c'est dramatique. Est-ce que Kelly pense que la France se surestime aujourd'hui? Ça vous interpelle, ça, non? Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas que la France se surestime, puisqu'elle a légué la plupart de ses pouvoirs. Non, ne me dites pas Bruxelles. Bah, si. Ça commence. C'est parti. Je suis désolée, mais si. Les pouvoirs actuellement sont à Bruxelles. C'est la Commission européenne qui décide, à part peut-être sur le plan sociétal, comme les questions du mariage pour tous. En quoi la France a encore des décisions, on le voit bien avec la loi El Khomri d'ailleurs. Madame, ou mademoiselle, je ne sais pas ce que vous voulez. Mademoiselle. Ouais, d'accord. La Commission ne décide de rien. Elle ne peut décider de rien. Ah bon? Non, mais si vous voulez, la Commission peut proposer quelque chose, et les gouvernements européens d'un côté, et le Parlement européen peuvent approuver ou désapprouver une proposition de loi de la Commission européenne. La Commission ne décide en rien des politiques que mène la France. Vous voyez bien, la Commission voudrait quelque chose que moi je trouve très juste, que vous ne trouverez pas juste, qui est une répartition solidaire des réfugiés en Europe. Elle le propose. Est-ce qu'elle peut l'imposer? Mais non. Il y a quand même une sacrée bureaucratie qui pèse Mais très lourd sur le... il y a moins de bureaucrates. Il y a moins de bureaucrates à Bruxelles que de bureaucrates à la ville de Paris. Arrêtez de me casser les pieds avec la bureaucratie européenne. Je veux dire, toutes les sociétés sont bureaucratisées. Donc évidemment aussi l'Europe. On n'a pas fait l'Europe, on a peur de l'Europe. C'est pas une Europe, on a peur de la démocratie de l'Europe et après on dit c'est la faute à l'Europe. Il y a quand même un nombre incroyable de règlements à application immédiate au niveau européen. Donc il y a quand même beaucoup de sujets qui sont réglés par Bruxelles. Par exemple. C'est l'avocate qui parle. Hein. Oui, mais moi je veux bien répondre. J'ai été député 20 ans, je connais la musique. Donc si on me dit en quoi aujourd'hui, qu'est-ce que règle... Bon,
C'est vrai qu'il y a la régulation du marché, sur le marché, ça c'est vrai. Prenez l'agriculture. Prenons l'agriculture. Qui est-ce qui impose, qui est-ce qui est à la pointe d'imposer cette agriculture intensive? La France. La France qui a justement fait blocage sur les quotas laitiers. C'est la France qui a imposé un certain type d'agriculture et après on dit c'est Bruxelles. Alors, on va peut-être pas s'étendre trop sur la question européenne. Mathias Léridon, dans votre descriptif de cette France bloquée qui empêche les jeunes finalement de grandir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un phénomène de peur de l'avenir aussi également? En fait, quand on regarde les événements de mai 68, ce qui est vrai, c'est que les grands combats de mai 68, la demande de plus de liberté, moins d'impérialisme, la remise en question des valeurs traditionnelles de la société française qui était celle de mai 68, on s'aperçoit que tous ces acquis sont devenus aujourd'hui des acquis planétaires. On a gagné. La génération 68 a gagné. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est aujourd'hui divorcée. De Gaulle, il se retourne dans sa tombe, il dit qu'est-ce que c'est? Tante Yvonne, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? Donc la jeunesse, elle est détentrice de tous ces acquis. Et en même temps, c'est très intéressant parce qu'en 2010, on s'aperçoit aussi que la mondialisation, tous les mouvements qu'on a eus, y compris les mouvements dans les pays du Maghreb, ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est la jeunesse qui descend dans la rue, toujours au nom de ces acquis qui ont été ceux de mai 68. Mais parallèlement, et ça c'est un peu le grand paradoxe de la France, on est les héritiers de ces libertés et en même temps, on est la société la plus pessimiste qui existe. On a 14% des Français qui pensent que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a uniquement 16% des 18-29 ans, Élise, Kelly, vous faites partie de cette tranche d'âge, 16% des 18-29 ans qui sont optimistes sur l'avenir du pays. Moi, il y a une question que je me pose, c'est en fait, est-ce que vous avez confiance l'une et l'autre dans l'avenir de la France? On commence avec Kelly peut-être. Moi, oui, j'ai confiance en l'avenir de la France si les choses sont amenées à changer assez rapidement, si ils y en parlent. Bon, pas dans le même sens que vous, évidemment, mais... Vous avez le droit. Élise, sur le pessimisme, l'optimisme, vous êtes confiante en l'avenir ou pas? Oui, moi je suis confiante, mais je ne dirais pas que c'est la position de tous les jeunes. Je crois qu'on a été trop passifs en fait ces dernières années. Il faut reprendre la politique, il faut exiger une société à notre image. Là, on a quand même un taux d'absentéisme, il me semble, 66% aux dernières élections. Donc bon, si les jeunes veulent modifier la société, il faut déjà qu'ils refassent. Des jeunes. Oui, je crois que c'est les 18-34 ans, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas 70, mais des jeunes... 66% d'abstention, il me semble. Oui. Ouais. Sauf peut-être au Front National, où ça mobilise nettement chez vous, non? Front National. Oui. Mais ils ne mobilisent peut-être pas. Qu'ils sont plus mobilisés, effectivement, mais... Proportionnellement, ils ont plus de jeunes qui ont voté pour le Front National, c'est vrai, mais ils ne mobilisent pas. De toute façon, les jeunes, ça n'a jamais existé. Il y a différentes couches, strates de la jeunesse. Des jeunes qui étaient dans la rue. Une jeunesse. Non, les jeunes qui étaient dans la rue hier, c'est une partie des jeunes. Je ne sais pas, c'est 10-15% des jeunes, je dis n'importe quel chiffre. Il y en a 70 ou 80 qui n'ont pas manifesté. Il y en a 30 qui disaient c'est juste et 50 qui n'en avaient rien à cirer. Je veux dire, on a toujours cette idée qu'il faut dire les jeunes sont ceci, les jeunes sont ceci, les jeunes sont Front National, les jeunes sont contre le Front National, c'est la jeunesse dans la rue, c'est pas vrai, c'est une partie de la jeunesse. Il faut faire attention parce qu'on se trompe, même en 68, au début, c'était pas les jeunes. Après, il y a eu un phénomène. C'est un peu un phénomène générationnel. Un phénomène générationnel et culturel, mais ça a mis du temps. Mathias Léridon, problème d'ascenseur social également en France, peut-être? Oui, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la position finalement de ce blocage de la France par rapport aux jeunes. On a aujourd'hui la perception, un peu en France, que l'ascenseur social est lui aussi bloqué. C'est-à-dire que là où on pouvait réussir il y a 30 ans, 40 ans, à travers le système scolaire, le système éducatif, aujourd'hui tout ça est un peu bloqué. D'ailleurs, les 18-25 ans le pensent parce que 61% d'entre eux pensent que l'école ne récompense pas le mérite et qu'elle ne donne pas sa chance à tous. Et surtout, 70% des 18-25 ans, alors pas 18-29, c'est les 18-25, pensent que la société française ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui ont un diplôme de plus de 5 ans, un bac plus 5, il y a 65% des jeunes, un sondage qui est sorti il y a quelques semaines, qui envisagent de partir à l'étranger. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut sauver la France aujourd'hui ou est-ce qu'il faut se sauver de la France? Et Danny Cohn-Bendit, vous êtes parti de la France à un moment donné. Oui, mais là, je suis parti de la France parce qu'on m'a foutu dehors.
Alors là, c'est autre chose. Vous n'êtes pas revenu. Vous n'êtes pas revenu. Ah non, je ne suis pas revenu, après je suis tombé amoureux. Bon d'accord, on a le droit quand même de tomber amoureux. Et non, même vous du Front National, vous acceptez qu'on ne revienne pas en France si on est amoureux autre part. J'ai pas de souci là-dessus, mon père a fait pareil. Ok, alors vous voyez. Là, non, je veux dire par là que ce qui est intéressant, c'est quand on demande à des jeunes encore, et j'ai vu des sondages qui disent on veut partir en Angleterre. Mais l'Angleterre est une société beaucoup plus libérale, ouverte et difficile que la société française. Mais c'est vrai qu'on peut se faire son chemin. Tous les exemples de ceux qui veulent partir, c'est parce qu'ils ont l'impression que la société française est fermée, bloquée. Impression ou réalité? Impression, réalité, ça dépend. Il y en a qui arrivent, mais là, c'est une minorité qui part. Il faut faire attention. Oui, il y en a beaucoup qui restent et qui ont envie de. Et qui ont, voilà. Élise, vous avez étudié en Italie, c'est ça? Vous avez quitté à un moment donné la France pour. J'ai pas quitté la France, je me suis. Vous êtes exporté. Prévenu de revenir. Alors, retour sur l'expérience? Ah, mais moi, je suis allée étudier en Italie, donc si vous voulez, pour les questions de politique qu'on a là, c'était un vrai drame. D'ailleurs, c'est la. L'Italie de Silvio Berlusconi? Oui, absolument. L'époque, c'était. Berlusconi, en tout cas au début. Moi, c'est là qu'est née mon indignation pour la manière dont on gouverne les sociétés aujourd'hui. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai dit mais pourquoi être parti? C'est ça la question. Pourquoi être parti de France? Pourquoi avez-vous voulu faire autre chose ailleurs? Est-ce que vous vous êtes sauvé de la France? C'est la question, Mathias Laridon. Non, non, je me suis pas du tout sauvée. J'avais envie de voir ailleurs, mais c'était de la curiosité, un esprit de comparaison, disons. Mais les jeunes doivent-ils quitter le pays? C'est ça la question. Doivent-ils, mais de faire une expérience dans un autre pays, c'est formidable. C'est très enrichissant, oui. C'est formidable, c'est enrichissant. Je veux dire, c'est au moins qu'on prenne disons, qu'on ouvre les bras sur cette possibilité. On a cette réalité européenne de passer 1 an, 2 ans, 3 ans en Italie, en Allemagne, en Angleterre, où vous voulez, dans les pays baltes. Si vous faites de la musique et du jazz, il y a un jazz extraordinaire dans les pays baltes, et vous avez envie d'y aller, c'est formidable. Donc, justement, de s'ouvrir un peu au monde et ne pas rester fermé à Nancy ou je sais. Voilà, j'ai rien contre Nancy. Avez-vous envie d'aller à l'étranger, de passer un moment à l'étranger? Pourquoi pas? Maintenant, je ne suis pas obligée d'aller à l'étranger pour les études. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir d'autres cultures, comme tout le monde. C'est pas parce que je veux faire mes études en France que ça fait de moi quelqu'un de fermé et qui se refuse sur lui. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que parce que vous faites vos études en France, vous êtes fermé. Je dis, beaucoup ont le sentiment que la société française est bloquée et fermée. C'est pas la même chose. Voilà. Mais c'est vrai sur l'école. Alors, encore vous dites les chances, mais vaut mieux être blanc que maghrébin ou maghrébine pour avoir des chances de monter l'ascenseur social en France. Oui, vous parliez d'ascenseur social et je trouve que c'est intéressant en politique aussi parce qu'on a vraiment l'impression que nos élus, en fait, ils font l'ENA, ils sortent de l'ENA. Si c'est des fils d'eux, ils deviennent collaborateurs des élus et puis pour finir par les remplacer et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place en politique, en fait, pour succéder. En plus, il y a le problème du cumul qui fait qu'on retrouve les mêmes personnes un petit peu tout le temps, le cumul dans l'espace, dans le temps. Ça, c'est un problème difficile. Oui, mais il reste que, justement, parce que vous avez une entrée en politique qui est très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Vous n'êtes pas passé vraiment par les... Par l'ENA, non, je n'ai même pas fait d'études. Ah, très bien. Il a fait autre chose, de professionnalisation. Est-ce que vous pensez que c'est un problème, la professionnalisation de... Écoutez, moi, sur le cumul des mandats dans le temps, moi, j'ai fait donc 4 mandats. 4 mandats de 5 ans, ça fait 20 ans. Mais quand j'ai quitté, mais absolument tout le monde et tous ceux qui critiquent les mandats dans le temps m'ont dit « Mais Dany, tu ne peux pas nous abandonner maintenant comme ça ». Je crois qu'il y a un véritable problème de députés ou de personnels politiques qui prennent ça comme une fonction administrative et Vous avez duré 20 ans quand même, c'est long. Ben oui, et alors? Mais je crois que... Donc, moi, je suis contre, si on veut, le dédoublement des mandats, d'être dans une ville, dans un parlement. Mais dans le temps, je suis plus ouvert. Parce que je crois que l'expérience... surtout si vous êtes en Europe, par exemple, l'expérience... Alors évidemment, si vous êtes en Europe comme Marine Le Pen, qui va presque jamais en commission, ça ne sert à rien. Mais si vous êtes vraiment... Vous êtes très présent. Hein, vous êtes très présent, si vous êtes une ou un député
très présent, vous gagnez en expérience et commencez à comprendre les rouages de cette machine. Là, je l'avoue, peut-être pas tellement bureaucratique, mais très compliqué. Très compliqué. On va laisser Kelly répondre Oui, sur pardon. le... réponse. Rappeler, Excusez-moi. on peut aller le voir sur le site internet du Parlement européen. Les députés Front National sont quand même parmi les plus présents des députés français. Madame, mademoiselle, on ne compte que les présences à Strasbourg. C'est 4 jours par mois. Le travail européen se fait à Bruxelles, en commission et dans les groupes politiques. Et là, on ne peut pas vouloir devenir présidente de la République, faire les campagnes régionales et tout ça, et être députée au Parlement européen. Alors là, vraiment, elle est peut-être une surfemme, mais ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour revenir... Est-ce que vous avez envie d'être élu? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas élu. Hein. Ce n'est pas dans mes ambitions. Pourquoi pas? Pour l'instant, C'est bien je n'ai le pas Parlement européen, on apprend énormément de choses. Pour l'instant, je ne pense pas en avoir les compétences, donc je préfère me focaliser sur mes études. Ça n'empêche pas de militer au parti à côté. Je pense que j'ai le temps. Oui, bon, ça, de toute façon. Alors, Mathias Léridon, Et vous, hein vous avez envie d'être élu? Non, moi, Anticor me correspond très bien parce qu'en fait, c'est une association qui est transpartisane et que j'ai un peu du mal à m'associer à. Et vous avez un peu un parti. dégoût de la politique, vous, si j'ai bien compris. Vous avez un peu éprouvé un dégoût de la politique. Hein. Je ne sais pas si le mot est un peu fort, mais... J'ai un dégoût un méfiance, peu des politiciens, oui, parce que je trouve qu'en fait, en plus, notre génération, on a connu énormément de scandales politiques. Et puis, certaines personnes qui étaient impliquées dans les scandales politiques, elles sont encore au pouvoir, donc c'est un petit peu dur de... Vous êtes favorable, vous, à ce qu'on évoquait au début de l'émission, un système peut-être moins régi par les partis, moins clivé, à des coalitions, à des choses plus transversales aujourd'hui? Ce qui est un peu le thème du livre de Daniel Cohn-Bendit, beaucoup même d'ailleurs. Oui, un accord. Les coalitions, les choses plus transversales, vous êtes Surtout pour? proportionnel pour élargir l'offre politique. Quoi. Oui, puis j'ai l'impression que ça favoriserait le débat qui est un peu pauvre en ce moment, d'avoir effectivement des coalitions transparties. Oui. Alors, Mathias Léridon, le temps tourne. On va peut-être parler très brièvement des freins, donc concernant les freins qui empêchent peut-être ces jeunes de pousser aujourd'hui dans ce monde difficile. Vous évoquiez, vous, la réussite, le rapport difficile, selon vous, à la réussite. Oui, parce qu'il y a un rapport entre la société française et la réussite qui est un peu complexe. Alors, je vais prendre juste un exemple. Hein. C'était le 7 janvier 2015, donc c'était au CES, le grand rendez-vous de tous les start-up, l'économie du numérique à Las Vegas, et Emmanuel Macron a prononcé la phrase suivante: il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Alors ça a été un tollé, à droite comme à gauche. François Fillon dit c'est un objectif qui a pu être le sien dans le passé. Je trouve ça fait un peu réducteur comme projet de vie. De l'autre côté, Jean-Christophe Cambadélis dit je ne sais pas si c'est le conseil qu'on doit donner aux jeunes Français. Ça ferait du bien qu'il y ait plus d'entreprises, mais l'appât du gain des milliardaires, c'est pas ma tasse de thé. Donc la réalité, c'est qu'en fait, on se pose la question en France, et c'est quoi finalement réussir? Vous parliez des rêves que vous aviez, Daniel Cohn-Bendit, en 68. C'est quoi le rêve aujourd'hui, lorsqu'on a entre 20 et 29 ans? C'est quoi les rêves de réussite? C'est la réussite financière? C'est la réussite pour un combat dans la société? Moi, j'aimerais bien qu'on en parle. C'est quoi l'envie de réussir aujourd'hui? Élise? Allez. La réussite professionnelle et puis la réussite dans sa vie au quotidien, je pense. Je ne vois pas trop où vous voulez en venir. C'est la grande question du bonheur. Oui, justement. Oui. C'est vraiment très personnel, ça dépend des personnes. Effectivement, moi je dirais les relations humaines, les gens qu'on a en face de nous. Après, je suis très engagée, donc effectivement, c'est gratifiant de s'engager dans la vie politique. Effectivement, d'essayer de changer les choses. Daniel Cohn-Bendit, vous n'êtes pas milliardaire, ça se saurait, mais vous aviez, vous, des rêves à 23 ans? De temps en temps, Emmanuel Macron dit aussi des bêtises. Il dit des choses justes des fois et des bêtises. Là, c'est complètement idiot. Ça, je me rappelle, c'est la phrase de Séguélas sur les montres, oui. Qui disait si on n'a pas une Rolex à 45 Quel était votre ans. rêve à 23 ans quand vous... À 23 ans, mon rêve, après 68, je sais pas. Oui, c'est de faire la révolution, la société française autogérée. C'était pas très clair, mais mon rêve, c'était surtout un rêve de liberté, d'être maître de ma vie. Ça a été toujours, et même après, quand j'ai continué à être député, de ne pas avoir d'être en cage.
Un député doit se comporter comme cela. Par exemple, quand j'ai eu un enfant, voilà, 3 jours et demi, je voulais rester à la maison. Alors j'ai essayé de joindre les bouts, etc. Mais avec le recul, vous avez la sensation d'avoir un peu maîtrisé les choses? Oui. Oui, franchement. Moi, je suis très content de ma vie. Je crois avoir maîtrisé, avoir réussi, disons, à sécuriser ma liberté, mon autonomie. Et donc, je me sens bien, mais je trouve que ce que j'espère, ce que je veux, c'est que les jeunes aient cette envie de liberté. C'était peut-être plus facile avant, il y a plus de contraintes aujourd'hui. Juste. Mais quand même s'il y a des contraintes, être libre, être autonome, choisir, on est maître de sa vie. Alors il faut le faire collectivement, on change les choses collectivement, mais être maître de sa vie et non pas dépendre. Justement, comment on fait? Parce que vous parliez de révolution citoyenne, vous l'avez faite à votre époque. Là, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de manifestations, il y a énormément de choses sur Internet. Il y a les youtubeurs, Thinkerview, tous ces gens-là qui font beaucoup bouger. C'est quoi vos conseils pour la révolution citoyenne? Ça sera la conclusion de cette première partie, hein, Mathias. Alors moi, allez-y, j'ai toujours dit que je ne serai jamais le grand-père qui donne des conseils. Hein. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a des possibilités de conquête des espaces d'autonomie. Et je crois qu'il faut arriver à joindre une liberté de la vie quotidienne, donc de sa vie, que ça soit de famille, en couple, bi, tri, quadri, comme les gens en ont le besoin, hein, ou mariage pour tous, c'est quand même pas mal, non, dites-le franchement. Oui. Franchement, c'est vraiment ringard. Si deux personnes ont envie d'être homosexuelles, c'est fini. Mais Répondez, je pas grave. une seconde. Alors qu'ils se marient, Je n'ai rien contre ça vous dérange pas? l'homosexualité, mais après, pour certaines raisons, je peux être contre le mariage pour tous. Mais Ça pourquoi? ne fait pas de moi une homophobe. Non, mais je vous demande. Moi, je trouve ça si mignon quand 2 homosexuels défendent comme ça le mariage. On veut être mariés, on veut avoir des enfants. C'est formidable. Ils ont un symbole de la famille qui devrait une autre émission, c'est promis. Non? Vous êtes sauvé par le gong, Kelly, merci à vous 3, merci Mathias Léridon, Elise Van Beleden et Kelly Betesh, merci d'avoir été présents pour cette première partie. Vous allez céder donc votre place pour le deuxième round de Génération d'idées qui va nous permettre de regarder un petit peu devant nous quand même. La nouvelle génération peut-elle effectivement déverrouiller le pays? Quels sont les leviers pour débloquer la France? Réponse, ou du moins élément de réponse, dans un court instant. Voilà donc Laurent Bigorgne, bienvenue de l'Institut Montaigne, entouré de 2 nouveaux jeunes intervenants. Je vais commencer par vous, William Martinet. Bonjour. Bonjour. 27 ans, le grand public vous connaît. Vous étiez en pointe. Vous êtes en pointe sur les manifestations étudiantes. Vous êtes patron de l'UNEF, le syndicat. Vous êtes quoi? Vous êtes un militant? Vous êtes un étudiant? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, vous? Vous êtes un futur politique? Non, là, je me sens surtout étudiant, jeune, étudiant qui, pendant ses études, réfléchit à son insertion professionnelle et du coup réfléchit surtout à quelle va être la conséquence de ce projet de loi travail sur mon insertion professionnelle. Et je crois que c'est ça qui fait mon engagement et c'est ce qui, en ce moment, est en train de faire l'engagement de beaucoup d'étudiants. Votre engagement contre la loi El Khomri, c'est étonnant, c'est la gauche qui manifeste contre la gauche dans la rue. Il y a quelque chose d'assez étonnant de voir même les MJS battre le pavé avec vous. Finalement, c'est assez simple. Vous savez, il y a 10 ans, en 2006, avec le contrat première embauche, on avait un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait être précaire pour entrer sur le marché du travail. Et là, 10 ans après, malheureusement, on nous ressort le même discours. Le projet de loi n'est pas exactement le même, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Est-ce que tout est à jeter dedans? Mais c'est le même discours. Écoutez, on l'a lu attentivement, ce projet de loi qui, c'est vrai, est un petit peu complexe, qui fait une centaine de pages. Sur cette centaine de pages, on a du mal à voir qu'est-ce qui va améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Par contre, on y voit beaucoup de recul potentiel. En tout cas, vous êtes très engagé, très militant sur le terrain. À vos côtés, également Laurent Bigorgne. Laurent Alias, bienvenue. Vous êtes jeune entrepreneur, enfin, vous avez 30 ans.
ça y est, vous avez atteint quasiment la date limite de fraîcheur. De péremption. Mais vous êtes toujours jeune, je vous rassure. Vous êtes plutôt, dans votre esprit, un entrepreneur, c'est ça? Vous avez cofondé une agence de pub, vous n'aimez pas qu'on dise ça, je crois, qui s'appelle Josiane. Allez-y, racontez un peu ce que vous faites. En fait... Et votre état d'esprit également. Hein. Ouais, l'état d'esprit, c'est une forme d'optimisme, quand même, mais réaliste, parce que ouais, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur pour les jeunes. C'est dur pour tout le monde, pas que pour les jeunes, les entrepreneurs également, qui sont jeunes ou moins jeunes. J'ai ma société qui s'appelle Josiane, qui est une agence, je préfère le mot idée que publicité. J'ai créé aussi le CJE, qui est un club d'entrepreneurs. On est un peu plus de 5000 entrepreneurs. J'ai créé ça il y a 7 ans, en sortant d'école, qui rassemble des entrepreneurs. Et puis j'ai aussi créé, je fais beaucoup de choses, je dors peu, j'ai créé les Chatons d'Or. Les Chatons d'Or. Les Chatons voilà. d'Or. Donc, c'est le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Et c'est cette forme d'optimisme qui est en moi, qui se ressent dans ce que j'ai créé. Faire émerger les idées pour essayer de faire avancer les choses, plutôt que d'être uniquement en opposition avec ce qui existe. Plutôt être dans une forme de construction. Optimiste, mais pas lourd à vie quand même de service. Hein. Vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous? C'est dur. C'est dur. Là, on a, pour les jeunes, une précarité qui n'a jamais été aussi élevée. On a une société qui a un vrai manque de confiance, mais sur toutes les strates de la société, écologiquement, économiquement, socialement. On a un manque de repères, et donc voilà, je suis plutôt dans une phase de construction que d'opposition. Alors Laurent Bigorne, cette France, elle se surestime? Voilà, moi, je vais commencer par un petit jeu parce qu'il faut se détendre à mi-chemin de l'émission. C'est une question fondamentale. J'ai le jeu du qui a dit. Ah. Un petit quiz, c'est ça? Un petit quiz, exactement, mais qui s'adresse à Nick Cohn-Bendit et à nos deux jeunes invités. Vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. François Hollande. François Hollande qui a prononcé cette phrase. Alors, un point pour Laurent Alias. Exactement. C'est la seule question du qui a dit, mais la première question que j'aurais envie de poser à vous, qui êtes un observateur malgré tout de la jeunesse, et puis à vous deux, c'est est-ce que les jeunes, on n'est pas tout à fait en 2017, mais vivent mieux à la fin du quinquennat qu'au début du quinquennat, sachant, et je le dis, c'est un peu une précaution méthodologique, que chaque candidat à la présidence de la République explique depuis assez longtemps que les jeunes, évidemment, sont sa priorité. Il n'en reste pas moins que la plupart des politiques publiques conduites sont conduites en dépit de cette promesse et parfois même contre cette promesse. Alors, on va laisser répondre d'abord Danny Cohn-Bendit, puis nos deux jeunes. Comme je trouve ça, disons, une phrase péremptoire idiote, on ne peut pas avoir une bonne réponse. C'est pas vrai qu'on change la vie en 5 ans. C'est un des problèmes. On peut faire évoluer politiquement la société, mais si c'était si simple, s'il fallait trouver la baguette magique et en 5 ans, les jeunes disent « Ouh là là, ça va mieux ». Moi, je crois qu'il a raison, c'est dur. La précarité, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas, la France est un pays qui crée très peu d'emplois, nouveaux emplois. Il a raison, Laurent Alias. Hein, oui, pardon. Oui. Et donc, dans cette situation, je comprends très bien l'angoisse des jeunes. Moi, où je veux dire, là, que je comprends la révolte contre la loi El Khomri, mais en même temps, je ne dirais pas ça va se dégrader, puisque si ça va mal, je ne crois pas que ça va... Le problème, ce n'est pas ça. On a une société qui, en fait, a choisi le chômage pour les jeunes et non pas de lui donner des possibilités. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, est-ce que la loi El Khomri répond à ce problème? C'est vraisemblablement non. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut laisser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse, parce que vous avez un terrain d'entente tous les deux sur le vraisemblablement non ou le radicalement non, regardons un peu le chômage en France, qui à 80% est un chômage qui touche des non qualifiés. Donc là, on essaye de prendre un certain nombre de mesures pour débrider l'emploi, débrider la peur de l'emploi vis-à-vis de ce public qui tombe au champ d'honneur majoritairement. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est que je vois mal en quoi les étudiants aujourd'hui, qui viennent déjà des couches socio-professionnelles les plus favorisées de France, pas tous, mais en tendance et majoritairement, qui ont les espérances de revenus futurs les plus importantes, qui seront majoritairement qualifiés, trouvent que cette loi va les toucher, alors que le chômage aujourd'hui est d'abord et avant tout un phénomène qui touche les non-qualifiés. C'est tout à fait juste. Moi, je n'ai pas dit que c'est cette couche-là qui va être la plus
la plus touchée. Je dis simplement que la loi El Khomri ne fait rien. C'est pas vrai. C'est là où je suis pas d'accord. C'est est-ce que vraiment aujourd'hui les Allemands avaient répondu, et on peut être contre, par les petits boulots. Ce qui a relancé l'emploi en Allemagne, c'est les petits boulots et la somme des petits boulots, donc une généralisation de la précarité. Ça a été une réponse. Une réponse qui fait qu'aujourd'hui en Allemagne, 75% des gens sont plutôt satisfaits de leur situation. Alors ça, c'est un peu la négation des CDI, quelque part. William Martinet, répondez à ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Moi, je n'ai pas dit que j'étais pour, j'ai expliqué comment une société a réduit de moitié son chômage. C'est tout. Après, on peut dire je ne veux pas ça, ce qui est tout à fait légitime, mais il faut voir comment les choses fonctionnent. On a bien compris. William Martinet, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Bigorgne? Et d'abord sur cet engagement de François Hollande, la jeunesse qui doit vivre mieux en 2017 qu'en 2012. Je crois que cet engagement, il était très fort. C'est déjà une des explications qui fait qu'en 2012, les jeunes ont voté assez largement pour François Hollande, notamment au deuxième tour. Parce que surtout, cet engagement, il soulève une vraie question, non seulement dans notre pays, mais je crois dans beaucoup de pays européens. Parce que malheureusement, cette dernière décennie, en particulier depuis le début de la crise économique, nos pays font finalement la pire chose qu'on peut faire en période de crise économique, c'est sacrifier les jeunes et en faire la variable d'ajustement. Et depuis 10 ans, les inégalités qui se sont le plus creusées dans nos sociétés, et y compris en France, ce sont les inégalités générationnelles. Et c'est le cas sur tous les sujets. C'est le cas sur l'emploi, c'est le cas sur le logement, c'est le cas sur la précarité ou la grande pauvreté. Et donc moi, ce que j'ai compris derrière l'engagement de François Hollande au moment de la campagne présidentielle, c'est pas tant qu'il allait pouvoir nous sortir un thermomètre et un chiffre à la fin de 2017 qui montre à quel point la situation des jeunes s'est améliorée ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on attendait, c'était qu'il inverse cette logique-là, qu'on se dise que... Une sorte de dynamique, c'est ça? Oui, dans un temps difficile, dans une période de crise, plutôt que de sacrifier les jeunes, on va considérer au contraire que c'est sur eux qu'il faut investir, c'est eux l'avenir de la société. Et malheureusement, dans ce projet de loi travail, dans ce projet de loi El Khomri, on ne voit pas l'ombre de tout ça. Donc on peut discuter, je ne sais pas là si le but c'est d'avoir un grand débat sur le contenu de ce projet de loi travail, mais au-delà des désaccords qu'on a avec ce projet de loi, je crois qu'à aucun moment on peut expliquer que là, les dizaines de milliers de jeunes qui ont commencé à manifester dans la rue contre ce projet de loi réclament un statu quo sur le marché du travail. Personne ne réclame ça. Moi, je suis d'accord avec le constat d'une société française bloquée, qui ne fait pas confiance avec ses jeunes. Mais par contre, expliquer que le blocage de notre société, on doit y apporter la réponse par libéraliser le marché du travail. On a bien compris. On confond tout. Laurent Alias, vous, les promesses gouvernementales, elles vous passent au-dessus, c'est ça? Vous agissez dans votre coin? C'est quoi l'idée? Pas dans mon coin, parce que sinon ça ne bougerait pas trop. Je pense que chacun doit agir pour soi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Déjà, on est dans un monde qui a changé. J'ai même envie de dire qu'il est en train de changer. C'est-à-dire qu'on est entre deux mondes. L'ancien monde, le nouveau monde qui pède à émerger. Et donc, Antonio Gramsci. Mais vous dites quoi? Il faut faire fi des promesses des politiques à chaque campagne électorale, et puis il faut tracer son sillon, c'est ça l'idée? Alors après, je parlais de ce monde qui change, et puis un système politique qui, lui, est toujours ancien. Qui est toujours le XXe siècle, qui n'a pas changé fondamentalement. Donc on a des petits changements de forme, mais sur le fond, il n'y a eu aucun changement. Vous voulez dire quoi? Que la révolution, jadis celle de Daniel Cohn-Bendit et aujourd'hui William Martinet, ou ces amorces de révolution, elles sont pour vous, elles sont obsolètes pour vous? Il faut faire autre chose? C'est quoi? C'est le réel qui s'impose, c'est ça? Je pense que la révolution, comme on a pu la vivre, j'étais pas né en mai 68, aujourd'hui, les mécanismes de la révolution n'ont plus rien à voir. Le cœur d'une révolution, c'est un sentiment d'injustice, c'est l'envie de changer les choses, l'envie de faire bouger les choses. Et je pense que on descendait dans la rue pour dire on n'est pas content. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle viendra de la société civile et donc des jeunes, dans une forme de construction. Plutôt que seulement dire je suis contre, c'est je propose ça. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a quoi? On a une droite, une gauche qui sont contre. Une alternative, qui est l'extrême droite, qui est contre tous ceux qui sont contre. On a des syndicats qui sont contre des patrons. Bref, tout le monde est contre tout le monde. On a des syndicats qui ne représentent que 20% des salariés. Oui. Daniel Cohn-Bendit. 7%. 7%. Je veux dire, un des problèmes de la France. C'est le taux de syndicalisation. Donc 20%, c'est la participation aux élections professionnelles. Oui, d'accord. Mais ni l'un ni l'autre. L'un et les autres. Je veux dire par là qu'un des problèmes
de la France, par exemple, c'est que et le patronat et les syndicats, en général, sont incapables de négocier ensemble, en cas de se parler. Dès qu'on propose quelque chose et qu'il y a un accord, le patronat dit ça suffit pas, et les syndicats disent c'est trop. Donc, cette société est à aucun moment capable de trouver un point d'accord, et on le fait. Après, on verra. Danny Cohn-Bendit, vous aviez dit tout à l'heure, quand j'avais 23 ans, au fond, j'avais envie de faire la révolution. Vous auriez aujourd'hui 23 ans, en écoutant ce que dit Laurent Alias, vous voudriez encore faire la révolution comme il y a 50 ans, ou vous seriez peut-être plus pragmatique? I don't know. J'en sais rien, moi. Vous pouvez pas demander à 71 berges qu'est-ce que tu ferais si tu avais 63 ans, 23 ans aujourd'hui. Moi, je vois ce que fait mon fils. Mon fils est complètement différent. Il est plutôt, il fait ses études. Il a 4 petits boulots à côté. Il veut se financer. Il a envie d'avancer. Il manifeste contre l'extrême droite. Enfin, il est hybride et multiple. Et je crois, moi, je comprends ces révoltes, mais je dis, il faut arrêter de définir, que ce soit les jeunes, les vieux, les classes moyennes, comme unidimensionnels. Le monde d'aujourd'hui fait de nous des gens hybrides et multiples. Mais pour nous aider à avancer, d'ailleurs, je vais essayer d'analyser un instant et de comparer, malgré tout, la révolte de votre jeunesse et puis celle qu'on croit voir c'est ce qui c'est aujourd'hui. En 68, clairement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est une société fracturée entre jeunes et vieux. D'accord ? Ce qui me frappe, moi, énormément dans ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, descendent dans la rue les jeunes qui, au fond, représentent 2 Français sur 5, ceux qui seront diplômés de l'enseignement supérieur. Eux, ils viennent nous dire on ne veut rien de change. Il y a 45%. On veut 40, oui, 2 sur 5. Quoi. Pardon, 2 sur 5. Qui quoi? Diplômés de l'enseignement Allez, supérieur. 2,2 sur 5. Hein, 2,2 Français sur 5. 45% ou 2,5? Non, 45%. 2,2 Français sur 5. Ah oui, 2 sur 5, donc 45%, ça revient Et donc, aux mêmes choses. vous avez aujourd'hui... Hein, ouais, je suis mauvais en maths, mais c'est à peu près la même chose. Oui. Ok. Ces étudiants-là qui viennent nous dire on ne touche pas au CDI, on ne touche pas à la fonction publique, on ne touche pas au droit du travail, alors que partout ailleurs autour de nous en Europe, depuis 2008... C'est les libérales de l'Institut Montaigne. Mais bien sûr, mais... Oui, non, mais c'est un argument, je vais simplement le localiser. La jeunesse qui manifeste aujourd'hui, si je comprends bien, c'est celle de l'UNEF et celle des universités. Celles qui ne manifestent pas sont les non qualifiés, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun diplôme. C'est ceux qui ont un diplôme qui n'est pas au niveau du bac, qui donc rend les choses un peu difficiles dans notre société. Non, et c'est ceux qui sont au niveau du bac. Oui. Et qui n'ont que le bac, et parfois qui ne sont qu'à en terminale. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pas tellement d'ailleurs d'analyser le conflit en termes générationnels, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un égoïsme, pardon de le dire, de classe, qui fait qu'aujourd'hui, les mieux protégés, ceux qui viennent déjà des couches les plus favorisées de la société, manifestent pour être sûrs de garder des acquis, alors que ceux qui sont en dessous et qui n'ont pas cette capacité à se révolter, qui ne sont représentés par personne, sauf parfois par des partis extrêmes, se trouvent sans voix. Et on leur dit, la seule promesse, effectivement, c'est un taux de chômage à 25% pour les jeunes. Alors, William Martinet, problème de classe ou pas? Plutôt que de vous faire porte-parole de ceux qui ne manifestent pas, je vous propose de venir à la prochaine manifestation. Et puis peut-être déjà, oui, mais comme vous parlez des manifestations d'aujourd'hui, je pense que c'est important que vous veniez les voir. Et déjà de regarder, en fait, même avant, une première chose, c'est l'appel des organisations de jeunesse qui a initié la dernière manifestation. Et regardez qui sont les associations signataires de cet appel. Vous avez effectivement des syndicats étudiants et des lycéens. Et vous avez des associations qui représentent des jeunes des milieux ruraux, des associations qui représentent des apprentis, et notamment des apprentis mineurs, dont je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit les classes sociales qui soient les plus favorisées. Regardez aussi dans les manifestations, par exemple, quels sont les lycées qui se sont le plus mobilisés. C'est notamment les lycées professionnels. Pourquoi? Parce qu'à tous ces jeunes, quand on leur parle précarité, ils savent extrêmement bien ce que ça veut dire. Et à chaque fois qu'on libéralise le marché du travail, ce sont ces jeunes précaires qui en subissent le plus les conséquences. Une des propositions, enfin une des réflexions dans ce livre qui va te faire exploser. Moi, je dis que le CPE, c'était en soi pas une idée complètement idiote, mais d'une manière complètement idiote mise sur la table. Qui était mal vendue à l'époque. Non, pas seulement mal vendue, mal organisée. Est-ce que, par exemple, quand on prend la France d'aujourd'hui, un contrat de premier emploi formation, de dire, si vous prenez, vous payez 70% du SMIC pendant 2 ans, et après, vous engagez. Vous ne pouvez pas renouveler pour, justement, en fait, passer sous la table. Est-ce que ce n'est pas une possibilité pour des tas de jeunes qui, aujourd'hui, ne sont pas formés, qui sont complètement à la ramasse, de rentrer dans le système, disons, du travail,
Donc, alors, un premier contrat formation. Un premier emploi formation qui après te donne la possibilité. Parce qu'on me dit on va réformer la formation professionnelle en France. Inch'Allah, mais ça dure 10 ans. Hein, si vous commencez à réformer la formation professionnelle en France, vous y arriverez dans 10 ans à ce que ça soit mieux. On peut se demander, Danny Cohn-Bendit, aussi si la loi El Khomri, ou du moins l'avant-projet de loi, puisqu'on est pour l'instant qu'au début de cette loi, est-ce qu'elle est réellement anti-jeune ? Est-ce qu'elle est anti-jeune ? À partir du moment où il la ressentent comme ça, elle est bête. Quand vous faites quelque chose et que les gens ne le comprennent pas, c'est que vous êtes c'est ce que je dis. Si vous êtes de gauche, c'est quand même un gouvernement qui vient de la gauche, qui est incapable, en amont, de se mettre d'accord avec la CFDT, qui rentre à la maison, ils savent pas ce que c'est que la politique. Enfin, c'est débile, c'est débile. Ce qui surprend les observateurs quand on regarde ce qui vient de se passer, c'est que le 18 janvier, le président de la République annonce des mesures qui vont dans le sens d'une forme de sécurité, ce qui est tout à fait nécessaire sur le marché du travail, et que mi-février, il annonce la partie flexi. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité dans toutes les grandes démocraties. Non, mais il n'y a pas de sécurité. Comment ? Il y a très peu de sécurité dans la loi El Khomri. Il a commencé en janvier par tous les éléments et tout l'argent qu'il était prêt à remettre sur la table pour dire aux gens il y aura de la sécurité, il y aura de la formation, il y aura des filets, et on maintient ces systèmes-là. Et puis en février, alors qu'on attendait tous en janvier des annonces, puisqu'on avait décrété un état d'urgence économique, et en février, là où on n'attendait rien, sort une loi effectivement qui est un très gros projet de loi. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, la pédagogie n'en a pas été faite. Mais on ne met pas ensemble les mesures n'ont pas été liées. Mais si, la flexi-sécurité, Daniel Cohn-Bendit, c'est ce qu'on trouve en Allemagne. Non, regardez le Danemark. La flexi-sécurité. Si aujourd'hui, vous flexibilisez le marché du travail, ou vous dites allocation universelle, c'est-à-dire vous sécurisez au niveau de revenus ceux qui vont au chômage, c'est une possibilité. Ou formation. Ou formation. Mais formation, les Danois, c'est pendant 4 ans. Le chômage, c'est pendant 4 ans. Est-ce qu'on a dit ça ? Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui perd son boulot aura une formation chômage pendant 4 ans ? Est-ce que c'est dans la loi El Khomri ? Enfin, si je puis me permettre, en même temps qu'à la loi En même temps qu'à la loi El Khomri, il y a la négociation sur l'UNEDIC. Je vous rappelle qu'on a le régime d'assurance chômage. On a c'est plus généreux. Oui, mais là, vous êtes un scientifique et pas un politique. Si vous êtes un politique, non, mais je ne. Oui, mais c'est pas de savoir. C'est un expert, Laurent Bigorre. Oui, un expert, pardon. Mea culpa, un expert. Mais le problème des experts, c'est qu'ils n'ont pas à persuader une opinion publique. Si vous allez, quand vous savez la sensibilité de la France face à la flexibilisation, vous savez que ce pays fait des crises d'urticaire sur le libéralisme. Si vous pouvez dire que quelqu'un est libéral, c'est déjà vous l'avez tué. Mais à droite comme à gauche, qu'on est colbertien. Donc à partir de là, quand vous sortez une loi, il faut que tout soit en même temps sur la table. Et non pas, oui, mais j'ai dit il y a 15 jours, et j'ai dit il y a 3 semaines, et j'ai dit il y a 1 an. On a le même sujet, je leur reproche de ne pas l'avoir fait. Il y a un problème Laurent Alias. Il y a un vrai problème de faire savoir. À partir du moment où le projet de loi n'est pas compris, c'est qu'il est mal expliqué ou c'est que les personnes qui nous racontent l'histoire... Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'on a mal compris dans le projet de loi ? Moi, je veux bien partir du principe que j'ai pas bien compris. J'ai l'impression qu'on fait l'amalgame et qu'on fait des liens directs entre flexibilité et précarité. Moi, je suis chef d'entreprise. Le code du travail, c'est un truc comme ça. Vous avez combien de salariés chez vous ? Combien de salariés ? J'ai 10 salariés. J'ai un expert comptable qui me dit tous les 3 jours qu'il y a ça qui change. J'ai encore reçu un courrier il y a 2 jours qui dit qu'il y a ça, il y a des nouvelles trucs qui arrivent. On n'y comprend rien. C'est opaque. Donc il y a un besoin de simplifier au-delà de flexibiliser. Et donc, le lien entre simplifier et précarité, il n'est pas là. Il y a un moment, il faut regarder dehors. Les carnets de commandes, ils sont vides. L'économie va mal. Donc, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de boulot. Donc, s'il n'y a pas de boulot, essayons de simplifier, essayons de favoriser. Le seul endroit, si on prend une réaction chimique, on parlait de science tout à l'heure, quand il y a une réaction chimique et qu'on veut l'accélérer, le seul endroit où on va l'accélérer, c'est en travaillant sur le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est la peur des chefs d'entreprise à embaucher.
parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais là, on peut changer l'argument. On peut changer l'argument sur la peur. Parce que dès qu'on dit chef d'entreprise, il y en a déjà qui ferment les oreilles. Mais oui, c'est ça le problème. Mais attends. Ça fait aussi lever les yeux au ciel, William Martinet. Non, c'est moi ce qui me fait lever les yeux au ciel, c'est que du coup, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que je n'avais pas compris dans le projet de loi travail. Et je pense pas que c'est avec ces explications. Là, il nous faudrait une émission complète pour. Mais non, mais on va beaucoup progresser. Mais on peut discuter de questions de recrutement chez les employeurs. Moi, avoir la réflexion sur qu'est-ce qui permet de rassurer un employeur et de faire qui l'emploie, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le contenu de ce projet de loi, c'est pas ça. Le contenu de ce projet de loi, c'est les licenciements abusifs et leur plafonnement aux indemnités prud'homales. Si ce projet de loi parle de licenciements abusifs et de prud'hommes. Il vise à sécuriser, notamment dans les PME, ceux qui d'abord ont. Pour licencier, il faut avoir employé. Oui. D'accord ? Il vise à sécuriser le geste qui consiste à faire une embauche parce qu'on donne de la visibilité sur ce qui se passera si économiquement les choses vont mal. Je donne un exemple. Moi, je voudrais donner un exemple. Vous avez vu la dispute autour de le matin pour licencier. Un chef d'entreprise, il se lève le matin pour embaucher, pour créer de la valeur. Le licenciement abusif, c'est une réalité. Je voudrais donner un exemple pour sortir de cette contradiction. Il reste très peu de temps. Ouais, prenons par exemple un artisan qui fait du solaire sur les toits. Alors d'abord, la France et la gauche a coupé toutes les subventions pour le solaire qui le met en difficulté. Là, on est d'accord. Et deuxièmement... payer 40 milliards pour le CICE plutôt que d'investir dans ces secteurs-là. Ça, il fallait faire les deux. Il fallait faire les deux, d'après moi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais à partir de là, un artisan, il a un carnet de commandes. Il a, je vais faire 10 toits. Il peut embaucher. Mais si le 11e toit, le 12e ne vient pas, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en France? Parce que c'est une autre réalité, il faut le dire. Mais si, au noir. Il fait travailler au noir. Regardez le nombre d'artisans qui sont obligés de faire travailler au noir parce qu'embaucher réellement fait que si le solaire s'effondre, il s'effondre avec. William Martinet, une poignée de secondes, parce que c'est quasiment fini. Là, vous avez envie, vous, d'être patron un jour et d'embaucher? Oui, moi je veux travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et donc je ne sais pas ce que l'avenir me réservera, mais peut-être que je serai à la direction d'une coopérative un jour. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème avec ces questions économiques. Le marché du travail est complexe, qu'il y a des salariés et des employeurs, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, au-delà des grands discours théoriques sur la flexibilité, etc., moi j'aime bien parler des choses concrètes. Et par exemple, ce projet de loi, quel va être son impact sur le marché du travail? Et je pense que c'est ça qui est important. 10% de chômage en France, ce n'est pas théorique. Tout à fait, tout à fait. Et 25% chez les jeunes. Ce sera le mot de la fin. C'est la moitié en Allemagne. Mais c'est précaire. Merci à tous les trois, notre expert, Laurent Bigorgne, William Martinet et Laurent Alias, d'avoir animé cette deuxième partie. Alors nous refermons l'émission en général avec Danny Cohn-Bendit, un coup de cœur. Je vous le pique, puisque je vais faire la promotion de votre coup de gueule, si je puis dire. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Hervé Algalarondo chez Fayard. Et si on arrêtait les conneries? J'aime bien votre titre. Ça claque bien. Ouais. Merci d'être venu. Merci d'avoir été, Danny Cohn-Bendit, l'invité de ce numéro de Génération d'idées. Il faudra en faire quelques-unes des émissions pour essayer de débloquer le pays, je crois. Oh, si c'est des émissions qui puissent débloquer, ça serait facile. Merci. On fait une dizaine et c'est débloqué. Merci et à bientôt.